Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec les Chroniques de l'Empire d'André Archambault, auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Je suis Gilbert Dawet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Comment Trump peut perdre les élections. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube et d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul avec la méthode de l'historien Alain Lichtman. Lichtman a en effet prédit, sans se tromper, les résultats de toutes les élections présidentielles américaines depuis la réélection de Ronald Reagan. Alors, André, en quoi consiste cette méthode? Eh ben, c'est une méthode totalement atypique qui n'a rien à voir avec les sondages ou avec les focus group, pour parler l'anglais, le mot m'échappe en français, les groupes de référence, et qui essentiellement a été constitué par hasard par deux universitaires, un américain qui s'appelle effectivement Lichtman et un qui était un soviétique et qui s'appelait Vladimir Kelis-Borok, qui était un spécialiste de la prédiction des séismes. Alors ça nous paraît loin des questions électorales, mais c'est intéressant parce qu'ils ont mis au point une technique qui part du réel plutôt que de l'écume des vagues. Il y a une patte d'ailleurs qu'on montrera à la fin de l'esprit soviétique de l'époque qui conçoit le pouvoir à la fois comme des superstructures et des infrastructures et qui considère que la politique, c'est d'abord, avant tout, un exercice de pouvoir. Donc, si on trouve des paramètres qui permettent d'identifier les constantes fortes dans le système politique, on va avoir une meilleure manière de prédire. Alors maintenant, je viens sur le sujet lui-même. Il ne s'agit pas donc de sondages et de groupes témoins, comme je le disais, et c'est surtout très utile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir la politique comme ça, et qui ne voit que les sondages, et qui ne voit que le fait de savoir si tel ou tel est nommé président, vice-président. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est une méthode qui permet de mesurer la force d'un système en place par rapport à un challenger. Toute la méthode repose sur savoir quelles sont les forces de celui qui est en place ou celui qui remplace celui qui est en place par rapport au challenger. Une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux ensuite comment la méthode se déroule. Donc, il y a des clés. Peux-tu nous résumer ces clés, André? Alors, je vais essayer de les résumer, comme il y en a 13 en 5 groupes. Je dirais que ce sont des groupes d'affirmation. Chaque fois, on fait une affirmation sur un thème et on dit vrai ou faux. Et une fois qu'on a la somme des vrais et des faux, si on a plus de 5 faux, ça veut dire que le pouvoir en place va perdre la place et ça va être le nouveau qui va rentrer, ou une fois le challenger qui va rentrer. Alors, le premier groupe, la première clé, c'est une question toute bête. Le candidat du parti sortant détient-il la majorité à la Chambre des représentants? Ensuite, je passe au deuxième groupe pour qu'on passe assez rapidement sur les clés, parce que c'est ce qu'on appelle des clés ou des affirmations. Il n'y a pas de récession au moment de la campagne électorale. Vrai ou faux? Ensuite, l'autre clé, la 6, la croissance réelle des revenus par tête d'habitant est-elle supérieure pendant le mandat en cours à ce qu'elle a été pendant les deux précédents mandats? C'est purement de la statistique. Alors, et qu'est-ce que ça donne comme résultat, ces Alors, le clés? résultat, si tu prends déjà ce qui se passe aux États-Unis maintenant, bon, le candidat du parti sortant détient-il la majorité de la Chambre? Non, puisque ce sont les républicains Eh qui ont bien, la bien. majorité de la Chambre. Donc c'est faux. C'est un faux. Le candidat n'a pas de rival dans le parti. Là, je ne réponds pas parce que je ne le sais pas. Apparemment, oui, c'est vrai, mais Mais comme le on vrai sait pas, patron du oui. parti, c'est Obama, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va concocter jusqu'au dernier jour, la veille de l'élection. Mais disons pour l'instant que c'est vrai. Madame Kamala Harris n'a pas de rival Oui, dans le pour parti. l'instant, mais il y a des longs couteaux qui s'affilent. Oui, mais voilà, c'est ça. On peut se demander, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, si le choix de son vice-président était un piège ou pas. Troisième clé, le candidat et le président sortant, non. Et c'est ça qui change un peu la donne, d'ailleurs, parce que ça bouscule, et on en parlera à la fin, mais fondamentalement, le risque pour Trump dans cette élection, c'est que tant qu'il y avait Biden, c'était un référendum sur Biden. Biden n'est plus là, c'est Kamala Harris.
Kamala Harris joue la carte de la nouveauté. Elle veut se présenter comme un challenger d'une certaine façon. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient ou ça pourrait devenir un référendum sur Donald Trump. Donc il faut que Trump fasse très, très, très attention à ça dans sa stratégie. On y viendra plus tard. Alors, dans le deuxième groupe, il n'y a pas de récession au moment de la campagne. Je dirais que c'est faux, il y en a une. Et en tout cas, en matière de perception, il y en a une vraiment, parce que les chiffres statistiques peuvent être bidouillés, mais la réalité, c'est quand tu vas acheter ta livre de beurre ou ton gallon de lait ou tes œufs et ta viande, tu vas payer 50, 60, 100% de plus. Alors, c'est donc un faux. Ensuite, la croissance réelle des revenus, c'est la clé numéro 6. Oui, effectivement, euh, est-elle supérieure à ce qu'elle était pendant les deux précédents mandats? Les démocrates disent oui, les républicains disent non, parce que les statistiques ne sont pas les mêmes selon la façon dont elles sont Oui, émises. Mais là encore, en matière de perception, c'est clair que depuis 8 ans, les revenus, en moyenne, étaient meilleurs que depuis 4 ans. Oui, Et le troisième groupe, c'est essentiellement la clé numéro 7, et ça, c'est une chose qu'il faut bien garder en tête. Et je dirais que ça, c'est l'introduction de la mentalité soviétique dans la façon de calculer les jeux de pouvoir. C'est le candidat du parti en place ou du mouvement du gouvernement a-t-il une influence réelle sur les politiques en cours? Vrai ou faux? Alors, c'est certain que c'est très intéressant, ça, parce que ça montre que, en politique, même dans un pays capitaliste, quand on veut challenger le pouvoir, on se heurte pas juste à un parti, on se heurte pas juste à un président en place il y ou a à tout le quelqu'un qui a système. été nommé par le président, mais on se heurte à un représentant d'une oligarchie du pouvoir, qui détient beaucoup de choses qui peuvent permettre de faire évoluer les politiques, dans un sens ou dans les médias, l'infrastructure bureaucratique, l'influence dans les milieux économiques, etc., etc. Donc c'est une question très importante qui a l'air anodine, mais pour un challenger comme Trump, il ferait bien d'y penser deux fois. Alors ensuite, la clé numéro 8, il n'y a pas de troubles sociaux. Dans le cas précis, effectivement, pour l'instant, il n'y en a pas, mais on en invente, hein, avec toutes les politiques, les stratégies sur l'insurrection, sur la guerre civile, etc. Mais le terreau est quand même fertile à la deuxième guerre de sécession américaine. Ensuite, la clé numéro 9, c'est il n'y a pas de scandale. Alors c'est vrai qu'avec Biden, il y avait une suite de casseroles. Avec Kamala, on ne sait pas. Et on n'aura peut-être pas le temps de le savoir à temps, parce que c'est toujours pareil. Mais dans l'immédiat, on peut dire qu'effectivement, elle est protégée là-dessus. Bon, maintenant qu'on a fini avec le troisième groupe, quel est le quatrième groupe, André? Alors, le quatrième groupe, c'est quelque chose qui porte sur le bilan essentiellement. Il y a deux clés là. Le parti sortant ne connaît aucun échec en matière internationale ou militaire, vrai ou faux. Je pense que là, c'est plutôt mezzo mezzo, mais en tout cas, c'est pas brillant. Ensuite, la clé numéro 11, le parti sortant connaît de grands succès militaires ou de politique étrangère, vrai ou faux. Donc, c'est pas encore clair. Mais c'est quand même une tendance où ça va Oui, c'est mal. dans- Mais si on relie ça aux critères du pouvoir réel sur le pays, ça peut changer les choses. Alors, André, pour en finir là-dessus, quel est le Oui. cinquième groupe? Alors le cinquième groupe, ça concerne essentiellement le charisme, parce que tout ce qu'on a discuté avant, c'est finalement assez objectif. Mais là, c'est la question du charisme, et ce sont deux clés fondamentales. La clé numéro 12, c'est le candidat du parti sortant est charismatique, vrai ou faux. Alors ça, à nous tous de juger, mais on pense quand même que Madame Kamala Harris n'a pas le charisme de Barack Obama, ni même de Trump d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse Mais, dire. et la clé numéro 13, c'est l'inverse, c'est le candidat challenger n'est pas pour reprendre les termes de Lichtman, un héros unificateur. Vrai ou faux? Et ça, c'est une question qui est à débattre aussi, parce qu'on pourrait penser que oui, mais vu les 15 derniers jours, on peut se demander aussi si c'est toujours le cas. Alors, le verdict dans tout ça. Le verdict, c'est que ça fait 15 jours que la campagne Trump s'est emmêlé les pinceaux justement dans le passage du référendum sur Biden au potentiel passage du référendum sur Trump. C'est-à-dire que, comme toujours, et c'est en particulier le défaut des républicains traditionnels,
Ils font de la politique traditionnelle, c'est-à-dire je veux discuter du bilan, je veux discuter des idées, vous n'avez pas bien fait, nous on fera mieux, vous êtes aussi des tordus, etc. Ça s'est joué après les élections midterm de 2022. On croyait que ça allait être un raz-de-marée et ça a été un pétard mouillé. Que finalement, les électeurs ne jugent pas comme ça. C'est pour ça que comprendre ces 13 clés, c'est très intéressant de voir comment la mécanique mentale des électeurs. Les attaques personnelles, finalement, ne servent que en défense personnelle. Si tu es dans un débat et qu'on te lance une vacherie, tu peux en lancer une multipliée par 1000. Ça, c'est compris comme légitime. Mais si tu passes ton temps à aller attaquer le parti, les autres, les uns et les autres, et que tu ne dis pas la vraie question, et là, ce qui se passait là ces derniers jours et qui m'inquiète beaucoup, c'est que le positionnement de la campagne de Trump, c'était un positionnement anti-marxiste, anti-gauche, anti-gauchiste, oubliant que le gauchisme et le droitisme sont dominés par une élite qui elle-même a le droit et le pouvoir de dire et de faire, et que c'est cette élite qui est la cible. C'est pas l'une des deux manifestations qui est la cible. C'est pas le gauchisme en tant que tel qui est la cible, même s'il est tordu, même s'il fait du wokisme. C'est au-dessus qu'il faut aller viser. Et c'est ce qu'avait fait Trump en 2016 quand il avait fait sa campagne, qui était une campagne de lutte des classes, finalement. C'est qu'il promouvait la classe moyenne, la classe ouvrière, la classe des gens qui travaillent dans les entreprises, contre ceux du pouvoir. Ceux du pouvoir, c'est qui? C'est l'économie transnationale. Ceux de la classe moyenne, ce sont les PME, avec leurs dirigeants de PME et leurs salariés de PME, qui veulent pas tomber dans le trou et finalement ne veulent pas mourir. Et donc, la façon dont il présentait les choses en 2016 a été assez efficace, au point où, même s'il n'était pas aussi connu, il n'avait pas le background, le track record, comme on dit en anglais, de la présidentielle, il a quand même réussi à faire basculer pas mal de voix de M. Bernie Sanders, qui ont finalement été très utiles pour qu'il puisse faire tourner les États pivots. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Alors, il aussi, Trump, entre cette stratégie de 2016 et la stratégie conservatrice des républicains où il faut attaquer la gauche, les marxistes, etc. C'est à mon avis quelque chose, tant qu'il ne fera pas ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire laisser son chien ou ses chiens mordre et attaquer personnellement l'opposition. Et entre parenthèses, je sais que tu n'aimes pas la personne, mais Vance, il est très bon pour ça depuis quelque temps et il est de très bon niveau en matière d'argumentation. Je ne parle pas du fond de sa pensée géopolitique, mais de sa façon de traiter le problème de politique intérieure. Et tant qu'il ne fera pas effectivement, qu'il ne dira pas, voilà ce que je vais faire pendant les 300 jours pour débloquer la situation. C'est pas juste dire je vais faire du pétrole, je vais faire du forage, l'économie va aller bien. Il faut qu'il le dise, ça bien sûr. Mais il faut qu'il aille plus loin et qu'il dise qu'il faut reconstitutionnaliser le pays, qu'il faut réorganiser le pays, parce qu'autrement, ça va pas bien marcher. En fait, André, le choix des deux camps de vice-présidents ont rendu pour des gens étrangers ou vivant à l'étranger la campagne américaine présidentielle ésotérique ou provinciale. Absolument. En fait, il y a deux plaques tectoniques qui se sont formées, c'est-à-dire qu'ils ont l'un et l'autre pris un vice-président qui est un accélérateur de l'idéologie primitive du candidat à la présidence. Trump, c'est un révolutionnaire populiste qui veut modifier tout ce qui va mal dans l'organisation administrative du pays, dans le système d'éducation. Donc c'est assez révolutionnaire en réalité. Mais comme je le disais les fois précédentes, il a l'atout de pouvoir le faire en se basant sur des arguments constitutionnels, puisque la situation d'aujourd'hui, elle n'est plus constitutionnelle, paradoxalement. Mais Et l'autre choisit au contraire les attaques wokistes, hyper wokistes, et ça, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est voulu? Je pense qu'ils ont choisi monsieur le vice-président de Kamala Harris parce que
C'est un blanc qui a une tête de sergent-major de l'armée, qui parle un peu comme Trump, de façon un petit peu populo, qui peut peut-être drainer comme ça l'électorat de Kennedy ou l'électorat de certains électorats de Trump. À mon avis, c'est peut-être un mauvais calcul là-dessus. La question fondamentale, c'est que Trump, il faut pas que ça soit un référendum sur lui. Il faut qu'il arrête de tolérer, donc on dise qu'il a écrit, que ses amis ont écrit un plan un nouveau Mein Kampf, comme je disais la dernière fois. Il faut que maintenant la contre-attaque s'organise et qu'il propose 5 ou 6 idées majeures qui concernent les 13 clés dont on vient de parler en réalité. Donc à la fin, il apparaisse comme un héros quand tu penses qu'il n'a pas exploité l'attentat qu'il a eu contre lui. André, le problème que Trump a, c'est que Kamala Harris a un avantage, c'est qu'elle est protégée par les médias. Il n'a pas pu exploiter l'attentat parce que les médias ne lui ont pas permis de l'exploiter. En plus, Kamala Harris a un autre avantage, c'est que la campagne électorale est courte pour elle. Ben, si tu veux, là, ça fait 2 semaines et quelques où elle a parlé très exactement 3 minutes aux médias. Voilà. Alors, pourquoi pas fait. Et Vance fait d'excellentes conférences de presse, je m'excuse de le dire. Il fait du Trumpisme plus facile à comprendre pour les gens qui sortent de l'université, pour les technocrates et aussi pour l'électorat modéré. Mais indépendamment de cet aspect des choses, effectivement, la stratégie aujourd'hui des démocrates, c'est de la faire comme Trump, comme Biden en 2020, c'est de la mettre dans le sous-sol. C'est à Elle ne sorte protéger. pas. Et laisser la machine financière des grandes oligarchies transnationales, la machine médiatique, les machines bureaucratiques et surtout la machine judiciaire. Parce que ça, c'est la stratégie. Ça peut marcher. Si Trump se sent bien les ficottes, ça peut marcher. D'un autre côté, il n'a pas que des amis non plus chez les Républicains. Tous ne Non, ils veulent pas s'organisent contre qu'il lui gagne. d'ailleurs. En même temps, je dois dire, il y a plus de clarté avec Trump. C'est-à-dire que déjà sur la stratégie internationale, c'est clair maintenant qu'il a choisi la carte pro-israélienne, alors que Kamala Harris est le cul entre deux chaises. Elle n'a pas pris comme vice-président Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie, parce qu'il y a les gauchistes du Parti démocrate pro-palestinien qui risquaient de saboter sa convention. Donc elle a voulu éviter qu'on lui fasse le coup de McGovern il y a très longtemps, où dans la rue, il y avait les manifestations ultra-gauchistes On était des qui enfants à font sa l'époque, toi et réputation. moi. Bon, alors Trump, il est assez prévisible là-dessus, ça c'est au moins on sait ce que c'est. Et maintenant, est-il sincère dans son soutien à irréductible? Ça c'est autre chose, on va pas en parler aujourd'hui, mais au moins ça c'est clair dans l'opinion publique. C'est pas pour autant qu'il va être élu grâce aux électeurs Mais juifs, le parce fait que que le débat entre Trump et Kamala Harris peut clarifier des choses. Tout dépend dans quel angle il va l'attaquer ou s'il va utiliser ses méthodes habituelles. Alors, André, est-ce que Trump est cuit, selon toi? non, je pense pas qu'il est cuit. Mais il donne des sueurs froides parce que, tu vois, par exemple, hier, il a fait une conférence de presse d'1 heure. Il a convoqué la presse, justement au prétexte de dire qu'il avait discuté d'organiser 3 débats avec ABC, Fox News et puis une troisième chaîne. Et il a pris toutes les questions. Ça a duré 1 heure, il disait 1 heure et 10 ou quelque chose comme ça. Et hier, il a été excellent. Et sur le fond, c'était assez clair. Et sur la forme, c'était très prudent. Donc hier, il était très bon. Dans un autre jour, il peut déraper. Oui, mais Avec ça, lui, c'est on le ne sait problème Trump. jamais. Et Voilà. la machine qui guette autour a une force de feu 1000 fois supérieure à la machine qu'il a. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse très attention, ou s'il fait des dérapages, il faut qu'il les calcule en s'entendant avec ses alliés, qui eux peuvent ensuite lâcher le feu à tel ou tel endroit de l'échiquier politique. Donc il n'est pas cuit, mais je dirais que Trump, c'est le profil du gladiateur. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu aucun un empereur romain qui a été gladiateur. Ça, c'est Il y a eu clair. Spartacus qui a fait une révolte, il y en a eu Ça d'autres. s'est mal passé. Oui, il Donc, a mal être fini. gladiateur et compter seulement sur le peuple pour gagner, c'est cela que je reviens aux questions des 13 clés, dont celle qui parle du pouvoir réel sur la société et sur la politique, c'est quand même important. C'est-à-dire que pour gagner, il faut le peuple, bien sûr. Alors les démocrates, ils le choisissent comme peuple malléable et qui servent d'enregistrement de leurs décisions, encore que c'est moins vrai maintenant. Et pour les républicains, effectivement, c'est devenu populisme et donc c'est le peuple qui soutient le leader. Mais ça suffit pas.
Ça suffit pas. Et quand on n'a pas les moyens de battre les médias, il faut changer un petit peu de la carte du jeu et pas rester dans le jeu. Parce que si on reste dans le même jeu avec la même règle du jeu, il faut devenir révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? C'est changer les règles du jeu. Ça ne veut pas dire tuer du monde, ça veut simplement dire changer les règles du jeu pour réinverser les perspectives, pour pouvoir revenir à des possibilités qui se démultipliaient, de pouvoir gagner. Est-ce que c'est le mot de la fin, André, ou tu as un autre mot de la fin? Non, je dirais que non, le mot de la fin, c'est que en politique, il faut pas mettre de l'eau dans son vin comme ça se fait dans certains pays. Il faut au contraire relancer le jeu, comme au poker, pas de façon folle, mais il faut le faire comme ça. Et Trump, s'il relance le jeu, s'il dit je suis pas un radiateur, c'est Oui, oui. lapsus, il réchauffe les âmes. Mais je suis pas un gladiateur. Je veux rendre la Constitution au peuple américain. Je veux restaurer les institutions dans l'intérêt du peuple américain. Il s'agit pas seulement d'économie, même si c'est fondamental demain, mais il faut penser à après-demain et à après-demain et encore après-demain. Il faut faire des réformes de structure de la société. C'est des réformes pour l'avenir de vos enfants, de nos enfants. À ce moment-là, c'est un langage qui peut marcher plus que juste dire pom 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 pom. Ça, c'est ses adjoints qui peuvent faire les sales coups maintenant. C'est plus lui. Bon, Archambault et Dawet, c'est fini pour cette semaine. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bye.